le format en live avec Excel a été un peu inventé à la suite des webinaires, de la période des webinaires du Covid, pour chercher de vous apporter un peu un concept un peu différent, un peu des données un peu moins travaillées, enrobées, etc. Un échange assez franc entre le laboratoire, donc tous les participants. Aussi, ça peut être des discussions, ça peut être des questions un peu polémiques. On est là aussi pour répondre à ça et chercher d'avoir quelque chose de dynamique. Donc aujourd'hui, c'est avec Zourine et moi, donc Tommaso, que vous êtes en live, et on va vous parler donc des Gufumi. Si j'arrive à faire fonctionner tout. Ah, parfait. Donc, c'est Zourine qui va commencer la présentation. Moi, je vais après intervenir plus pour la partie d'analyse des données, et je vais vous présenter quelques données sur les premières analyses qu'on a fait sur Bordeaux et comment ça se passe en ce moment. Bon en live à tous. Je vous laisse. Bonjour à tous. Comme Thomas vient dit, je vais commencer pour vous en parler un peu de la partie concernant l'origine, le phénomène, comme ça peut impacter et tout ce qui est autour de jusqu'à les méthodes qui ont été testées, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tout le monde sait aujourd'hui que les récents qui ont été exposés à la fumée due à des combustions de bois provoquées par des incendies peuvent absorber des composés volatiles dus à la fumée et que ces composés vont être après transférés sur des notes fumées qu'on va trouver dans le vin final. Cet phénomène, ça apparaît dans notre histoire de plus en plus, dû au changement climatique et pourtant au réchauffement climatique, qui va entraîner des périodes de sécheresse avec beaucoup de soleil, et même des périodes avec du vent, et qui va entraîner une diminution de précipitations et que va être aussi augmenté dû au travail qu'on fait dans le champ. Avec les combustions et tout qui va provoquer un risque plus élevé de cette problématique des provocations d'incendie. Donc c'est pour ça que ce phénomène est devenu vraiment important et qui est étudié de manière importante par de nombreuses équipes scientifiques, car de plus en plus, beaucoup de pays sont entraînés à avoir cette thématique, même dans la zone méditerranéenne, comme en Chili, en Australie et comme évidemment en France. Cette fréquence se connaissait déjà il y a quelques années en Californie. Ils parlaient d'une 5e saison, la saison des incendies. Et comme vous pouvez voir sur les graphiques statistiques apportés par le EFFIS, cette 5e saison, on commence à l'apercevoir ici aussi en France. De plus, dans le graphique qu'on vous montre à gauche, vous voyez que dans l'année 2021, même si on a eu moins des incendies déclarés, la surface impliquée dans ces incendies est supérieure à celle qu'on avait en 2019. Donc, quels sont les composés responsables? On sait que ces substances vont donner au vin des arômes indésirables, type lard fumé, de cendre, du bois brûlé. Et ils sont liés à des composés phénoliques tels que le guaiacol, le 4-méthylguaiacol, dérivés de la dégradation thermique de la lignine. Et c'est des composés régulièrement détectés dans le vin lorsque proviennent de la chauffe du fût de chêne, qui dans ces cas vont apporter la complexité et des arômes typiques du bois. Et il y a aussi des autres composés responsables d'arômes fumés, comme c'est les syringols, les phénols et les isomères des crésols. Où ils vont être localisés. Quand les vignobles
sont exposés à la fumée causée par des incendies type des forêts. Et il y a des phénols volatiles qui vont être adhérés aux vignes, que vont être après circuler vers la plante. Finalement, ces phénols volatiles vont être transformés et conjurés avec des unités des glycoses à partir de l'enzyme uridine diphosphate glycosyltransférase. Et donc, dans le B, on va les trouver en différents ranges de concentration. On peut donc distinguer dans le B la peau avec l'exocarpe externe et interne. L'interne va contenir plus de ce type de composés, aux alentours un peu inférieurs du 25%, que l'extérieur d'exocarpe. Par contre, sur la pulpe, le mésocarpe, on va dire extérieur, celle qui est vraiment en contact avec la pellicule, là, on va trouver aux alentours de 50% de ce type de composés, tandis que plus on se rapproche du centre du B, moins on aura de ce type de composés. Il faut savoir qu'il y a différents régimes possibles, surtout quand on parle de guaiacol, 4-méthylguaiacol, parfois même cyrengol. Il y a des études qui ont montré que certains cépages, comme le Syrah, peuvent contenir ce type de composés. C'est des études qui ont sorti en 1989 par Amon et al. Et ont été confirmées par Septon en 1998. Il y a des autres études faites par Simpson en 1986 qui a confirmé que le guaiacol pouvait être dans des bouchons, surtout qui étaient issus d'une contamination faite par la bactérie des Streptomyces qui s'appartient au défaut des bouchons. Ces questions ont été après confirmées par Carbone en 2003 quand ils ont vu que les propres bouchons à liège ne pouvaient pas absorber le guaiacol qui était dans les vins. Finalement, tout le monde connaît que le guaiacol et le 4-méthylguaiacol, ça appartient aussi à des composés volatiles qui sont présents et propres au traitement de barrique et que c'est une période importante sur le vieillissement, surtout pour les vins rouges. Tout ça, il faut le distinguer de la partie contamination. Contamination qui est de plus en plus, on voit en répétition. On a eu en 2019, ça a été vu en 2021 à Saint-Tropez et ça a été l'année de la Gironde pour le 2022. Quel est l'impact organoleptique? Dans une expérience, si on parle des expériences qu'on a vues, il faut parler de l'équipe australienne où ils ont fait un test, on va dire un test sensoriel avec des vins exposés et pas exposés à la fumée des incendies. Ils ont vu en fait que certaines personnes du panel disait qu'il y avait un impact surtout en rétronasal avec la liaison caractéristique des goûts de fumée. Donc, ils ont pris les vins qui ont été crachés pour les panels et ils ont vu qu'il y avait des composés liés à la goût de fumée qui ont été libérés par les propres enzymes de la salive. Donc, il faut savoir que au premier nez, on ne va peut-être pas percevoir ces caractéristiques odeur de fumée, mais qu'en rétronasal, dû aux enzymes de notre propre salive, on aura ces caractéristiques goût des cendres, et c'est pour ça finalement qu'on parle des goûts de fumée plutôt que des arômes de fumée. Et dans cette même étude, quand ils ont fait une évaluation sensorielle un peu séparée, indépendante du composé, ils ont vu que le métacrésol produisait une saveur plutôt médicinale indépendante de sa concentration, tant qu'il dit que le cyrengol ne produisait pas vraiment effet significatif
et que le guaiacol et 4-méthylguaiacol a vraiment un goût arrière de cendre marqué avec certaines persistances. Donc, je vous montre aussi un graphique descriptif de qu'est-ce que va être le profil d'un vin pas touché par de la fumée d'un incendie versus un vin qui a été vraiment impacté par cette fumée. Comme on peut voir, il y aura sur le dossier des notes vraiment du cendre, de la fumée. Le caractère médicinal va augmenter, va perdre vraiment sa typicité fruitée, tant en arôme comme après persistance de l'odeur. Donc, il faut savoir qu'il y a différents seuils de perception, mais qu'après, c'est aussi la somme qui va impacter surtout, parce qu'il y a 1 plus 1, parfois, ça ne veut pas dire 2. Et dans ce cas, il faut savoir qu'on va se centrer vraiment, dans notre cas, les vins, la matrice vin. Et on peut voir que le seuil de perception les moins élevés, c'est celle du guaiacol avec que 23 le métacrésol avec 20 microgrammes par litre, suivi par le guaiacol. Et qu'après, les autres formes du crésol avec le 4-méthylguaiacol sont à peu près aux alentours des 60 microgrammes par litre. Donc là, on va nous poser la question de comment donc on va estimer le risque de produire un vin contaminé par cette problématique de la fumée. Donc, dans une publication faite par encore l'Institut australien, lui, je pense qu'ils sont un peu top sur toute la thématique vu qu'ils ont dû se voir affectés plusieurs fois. Et ils ont vu en fait en analysant de différents récents du millésime 2020, des récents qui n'ont pas été impactés du tout par la fumée jusqu'à des récents très hautement impactés pour cette fumée. Ils ont constaté qu'il y avait une très bonne corrélation entre la somme de guaiacol et kérésol et la concentration de la forme glycosidée du guaiacol dans des récents avec le goût de fumée dans les vins. La concentration de ces marqueurs dans les récents a été utilisée après pour développer un modèle d'évaluation du risque de produire ces vins fumés. Il faut savoir, et on rappelle toujours, que comme on a vu avant, il y a toujours, surtout pour le guaiacol, 4-méthylguaiacol et parfois les syringols, indépendants de cépage, une ligne de base de concentration qu'on va l'avoir due au récent. Il faut savoir donc que quand on se trouve, selon l'étude faite par les Australiens, dans une zone verte qui peut aller pour le chardonnay, ça va être différent pour le chardonnay que pour le pinot noir ou pour le syrah. Par exemple, pour un chardonnay, la zone verte va jusqu'aux 5 microgrammes par kilogramme de V, tandis que pour un pinot noir, elle peut aller presque à 10. Et dans cette zone, le risque vraiment d'avoir finalement un vin fumé, c'est vraiment faible. Tandis que si on passe sur une zone grise, que ça varie aussi en dépendant du cépage, on peut arriver vraiment à avoir un vin affecté par ces goûts de fumée. Et après, on parle toujours d'une zone rouge où l'impact de ces composés à ces concentrations va faire finalement que la probabilité d'avoir un vin affecté par le goût de fumée sera plus importante et probablement sera positive dans un test sensoriel. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas juste le risque causé par l'incendie, sinon il faut savoir aussi où on est dans notre stade de croissance dans le vignoble. Et ça a été testé par les Australiens, qui est indépendant des stades de croissance du B, le risque sera faible ou plus important. Quand on parle sur la première stade, on va dire, de croissance où il y a la floraison jusqu'à la floraison, le risque vraiment, ça va être
minimale. Tandis que quand on passe déjà à avoir le petit taille de baie type petit pois jusqu'à être un peu plus près de la veraison et de la fermeture de grappe, le risque va commencer à monter. Et ils ont vu en fait que quand la grappe est fermée, qui a passé à l'état de déveraison et qu'on est même sur 7 jours après la veraison et qu'on se rapproche vraiment de la récolte, le risque potentiel est vraiment élevé. Donc, pour faire un état des lieux, des méthodologies que jusqu'à maintenant on peut avoir dans la bibliographie, il faut savoir qu'il y a 2 techniques les plus utilisées, c'est la chromatographie gazeuse, quand on parle surtout des formes libres et formes glycosidées avec une hydrolyse. Et il y a aussi la technique de la chromatographie liquide, qui ça a été vu juste pour les formes glycosidées, on va dire les précurseurs, toujours avec un pré-traitement fait par SPE avant injection. Quand on parle de la chromatographie gazeuse, cette chromatographie peut être toujours, les analyses ont été faites en masse, en double masse, et il y a toujours des pré-traitements. On peut avoir de l'extraction liquide-liquide qui a été vue par Wikisson et en 2011, comme la microextraction en phase solide de l'espace des têtes vue pour Pissarro et al. En 2010, en passant par l'extraction solide avec des barres vue en 2015 et la dérivatisation suivie par une séparation SPE en 2013. Nous, dans notre contexte, ce que le laboratoire Excel fait, c'est l'hydrolyse acide suivie par l'analyse par GC-MS. On peut se demander pourquoi l'hydrolyse acide. Il y a eu aussi des analyses faites par par hydrolyse enzymatique. Donc, on vous montre actuellement là une étude faite par Kennisson et al. Publié en 2008, où ils ont fait une comparaison pratiquer une hydrolyse, on peut dire moyenne, une hydrolyse acide forte, et la comparer avec une hydrolyse enzymatique. Pour faire l'hydrolyse moyenne, ils ont fait juste mettre à pH le jus de récent à pH 3,2 pour les contrôles et 3,7 pour les récents affectés par la fumée pendant 1 heure à 100 degrés, tandis que pour l'hydrolyse acide forte, c'était l'acide sulfurique qu'ils ont utilisé, et après l'hydrolyse enzymatique. Et comme vous voyez, finalement, il n'y a pas tellement de différence entre la hydrolyse forte et l'hydrolyse enzymatique, même pour des questions des composés comme les gaiacols et les 4-méthylgaiacols, on obtenait des valeurs plus supérieures avec l'hydrolyse forte qu'avec l'hydrolyse enzymatique. Donc maintenant, je vous laisse la parole avec Tommaso. Ouais. Merci beaucoup, Dorine, pour l'introduction. Je reviens juste sur une petite chose sur la slide d'avant, celle sur les méthodes. Une chose aussi que je voulais ajouter par rapport à ce qu'il a dit Dorine, c'est qu'on a sélectionné, en fait, pour l'instant, nous croyons beaucoup à cette approche donc, de travail sur les formes libres et sur les formes hydrolysables avec une hydrolyse acide. Parce que c'est ces formes hydrolysables en fait, qui se retrouvent glycosidées dans le vin, qui à terme vont, par hydrolyse acide dans le produit, relarguer des goûts fumés, même pendant tout le vieillissement. Et aussi, il y a une autre raison qui est très simple, c'est que pour l'instant, en fait, on connaît sur la méthode donc, en chromatographie liquide, on peut analyser donc tous les différents glycosides, qui sont les précurseurs sans faire des hydrolyses, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on ne les connaît pas tous déjà,
Et il y en a, actuellement, il y en a déjà plus de 30 qui ont été découverts. Et il existe des standards pour quantifier ces composés, seulement pour 4 entre ceux-là. Donc en fait, l'avantage, si vous voulez, pour nous actuellement de l'approche hydrolyse acide, hein, je parle à l'heure actuelle, peut-être dans 10 ans, ça va être différent, mais c'est qu'on va prendre tous ces composés glycosylés, on va les ramener à la forme libre, donc on n'a pas besoin de les connaître tous parfaitement. Super. Hop. Donc, je reprends ma partie. Là, on va parler un peu plus des résultats que nous avons obtenus pendant ces dernières années au laboratoire. Donc là, je vais vous montrer le cas du Var et de la Provence en 2021. Alors, nous avons réalisé beaucoup d'analyses sur des raisins et des mous à cause des incendies qui ont affecté le département l'année dernière. Et ici, je vous les ai tous présentés. En bleu, vous avez donc le Guaiacol. Je n'ai pas pu présenter toutes les molécules parce que sinon, ça aurait fait 15 graphiques. J'ai pris donc le Guaiacol qui est quand même très représentatif de ce type de défauts. Si nous observons le Guaiacol en bleu, vous avez le Guaiacol avant hydrolyse, donc la forme libre du Guaiacol. Et le Guaiacol hydrolysé, c'est après l'hydrolyse. Donc, ça contient en fait tous les précurseurs qui vont donner du Guaiacol. Et on observe donc qu'en 2021, déjà, on avait quand même pas mal, déjà l'intérêt de l'analyse, parce qu'il y avait quand même pas mal de mous et des raisins qui étaient contaminés par les bulles fumées, et que l'analyse a permis de mettre en évidence. Aussi, une deuxième chose importante, c'est que sans l'hydrolyse acide, l'intérêt, il est... Enfin, on observe effectivement que les vins qui sont le plus contaminés présentent aussi des teneurs en Guaiacol libre parfois importants, mais ce n'est pas vraiment représentatif du potentiel de contamination de ces raisins et de ces mous. Donc l'importance de l'hydrolyse est quand même capitale. Là, je vous ai mis une petite ligne qui indique le seuil de perception du Guaiacol dans le vin. Donc là, je vais vous amener aussi dans un petit calcul rapide. Si vous observez le nombre de vins qui dépassaient, donc après l'hydrolyse, le seuil dans le nombre de raisins pardon, qui dépassait le seuil dans le vin, on en a, je veux dire, c'était environ 50% des échantillons que nous avons analysés. Par contre, quand nous avons après analysé les vins, toujours sur les mêmes zones, là j'ai fait la moyenne des échantillons, enfin j'ai présenté des échantillons que nous avons analysés en 2021, et on observe déjà que beaucoup moins de vins dépassent le seuil de perception du Guaiacol. Donc, pour moi, il y a deux raisons. Une est que l'approche analytique, c'est quand même les mêmes clients qui nous ont fait confiance aussi pour les analyses des mous et des raisins. Donc, ils ont bien sûr sélectionné les vendanges qu'ils ont amenés dans le process et les vendanges qui ont dû être écartées. Donc, forcément, on a moins de vins qui sont contaminés après. Donc, pour moi, ça représente quand même l'intérêt de l'approche analytique. Et deux, il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est que pas tous les vins pas tous les raisins qui dépasseraient le seuil de perception dans les vins vont forcément donner un vin contaminé après. Là, comme Zourine a évoqué tout à l'heure, il y a des seuils, il y a des zones grises dans lesquelles on sait qu'il peut y avoir un vin contaminé, un vin pas contaminé, et ça va dépendre du process technique qui va être mis en place, de la date de vendange, de plein de choses. Donc, quand on parle de bulles fumées, on parle toujours de risque. On ne parle pas de certitude. Là, je vous présente des données donc, sur 2022 pour Bordeaux. Je vais vous présenter deux molécules, donc le Guaiacol et le métacrésol, qui sont donc les deux molécules qui ont le seuil le plus bas, et c'est ceux qui normalement sont les plus représentatifs du défaut. Alors actuellement, sur les raisins que nous avons pu analyser sur Bordeaux en 2022, là on en reçoit quand même tous les jours en ce moment, et ça s'intensifie beaucoup. Donc ces graphiques, il est à l'heure actuelle, mais j'ai plus de 30 analyses en cours, donc on le mettra à jour peut-être dans le prochain live. Mais pour vous montrer juste qu'on est toujours, pour l'instant, on a des valeurs quand même des Guaiacol hydrolysés, Guaiacol libre qui restent quand même très faibles. Donc
Et on considère actuellement qu'on est un peu dans le bruit de fond quand même sur ces composés. Ce qui est important quand même de souligner, c'est qu'on n'a pas de base de données très importantes sur le cépage Merlot, Cabernet et sur le Sémillon et sur le Sauvignon aussi. Parce que ce pas des cépages qui ont été jusqu'à maintenant très affectés par les incendies, au sens général. Donc, à terme, on va pouvoir connaître à peu près le niveau des bases de ces composés pour ces cépages-là. Mais le risque semble être loin, en tout cas au niveau des mots et des raisins. Je vous présente aussi le métacrésol et c'est un peu le même discours. On n'en a pas détecté, pas du tout à l'état libre, seulement des traces au niveau de l'hydrolyse. Donc la situation me semble actuellement relativement à surveiller, mais pas dramatique. Je vous fais un exemple rapide d'un vin contaminé pour voir les différences quand même que nous avons. Ça, c'est un vin du Liban que nous avons analysé au laboratoire. Et je vous présente aussi toutes les molécules qui sont analysées dans le panel. En fait, quand vous nous envoyez un échantillon, ce que vous allez recevoir, c'est toute cette liste de molécules. Vous avez le guaiacol, après hydrolyse, le méthylguaiacol après hydrolyse, etc. Donc, le graphique à l'intérieur de vous montrer que quand nous avons des vins contaminés, après hydrolyse, on dépasse les seuils de perception déjà dans le vin, pour le guaiacol en particulier. Et dans ce cas, on s'était rapproché, on avait atteint le seuil en fait pour le métacrésol. Les autres molécules, ils peuvent être des bons indices pour indiquer qu'il y a une contamination. Par exemple, le phénol, vous voyez qu'il est libéré au moment de l'hydrolyse. Mais en fait, le seuil de perception du phénol est très très élevé. Donc en fait, ce n'est pas lui qui va forcément impacter le goût du vin. Principalement, ça va être donc les crésols, le guaiacol. On peut présenter aussi la somme des crésols. C'est un peu plus difficile à interpréter parce que c'est le mélange de 3 isomères. Et donc, en fait, comme elle a dit Zourine, avec les arômes, c'est pas de la mathématique. Donc, on sait que probablement le métacrésol, c'est celui qui, en tout cas, il va atteindre le seuil le plus rapidement possible. On va accélérer un peu sur cette partie pour ne pas vous garder. Bon, en 10 minutes, on aura fini en tout cas. Hein. On va rester dans les temps. Je voulais vous présenter les techniques qui sont en cours d'essai pour essayer de résoudre un peu, de réduire le défaut de Guichoumet. Ce n'est pas notre rôle principal, mais on vous présente juste au niveau de la R&D ce qui est fait. Après, il y a beaucoup de webinaires en ce moment, de différents acteurs de la filière qui présentent des solutions. En général, au niveau de la R&D, en tout cas, on parle de R&D parce qu'il n'y a rien qui est autorisé aujourd'hui pour réduire, aucune pratique énologique spécifique au goût fumé qui est autorisée par l'OIV. Donc, il faut faire attention. Il y a eu des essais qui ont été faits donc à la vigne, prévention dans la vigne, des techniques d'atténuation dans la cave qui peuvent être mises en place dans les protocoles chez tous les vignerons qui ont été affectés. Et après, il y a des méthodes d'amélioration post-production qui, ceux-là, sont tout aussi juste en cours d'étude et il n'y a rien d'autorisé. Donc, juste pour aller rapidement, on ne va pas rentrer dans tous les tableaux, mais parce que l'intérêt, c'est de vous faire une synthèse. Mais il y a eu des essais d'effeuillage. En fait, ce qui a été mis en place par les Australiens, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on fait un effeuillage, en fait, quand la fumée touche la vigne qui présente encore ses feuilles, et ensuite on va faire un effeuillage, on va avoir donc une réduction en fait des composés glycosylés, donc des précurseurs. C'est probablement les feuilles en fait protègent les grappes et après quand on va les enlever, on enlève aussi les précurseurs. Si on a effeuillé avant, par contre, la fumée, c'est la grappe qui prend. Les différences sont quand même moins importantes, sont très importantes au niveau de la vendange, mais beaucoup moins importantes au niveau des vins. Donc l'impact de cette technique, c'est bon, on vous le présente, mais ça peut aider. Mais bon, c'est quand même difficile de prévoir la campagne des feuillages et des travaux agricoles en fonction de la présence d'incendie. On n'est pas là, en tout cas, à Bordeaux, je pense. Le lavage des raisins, je vais assez vite, ça ne marche pas bien. En fait, c'est des composés qui rentrent vraiment dans la pellicule, donc les lavages sont très inefficaces.
Mais si vous voulez aller lire la publication, je vous ai mis la référence. Il y a des techniques d'atténuation à la cave qui peuvent marcher, peuvent permettre vraiment de réduire donc l'impact de ces gouts fumés. C'est des pansements hein, un peu, mais je vais vous ils sont listés là. Ce qui a été observé, c'est par exemple qu'il faut vraiment éviter la macération des fruits et le contact avec la peau du jus. Ça, en fait, ça réduit effectivement donc, la présence des précurseurs et des formes libres. Chercher de travailler à froid, par exemple pour les raisins pour faire du blanc, pour faire du rosé, des pressurages à froid qui limitent donc le relargage de ce composé aussi. Il y a eu un rôle de la grappe entière, donc quand les pressurages sont faits avec la grappe entière, probablement la pression est mieux répartie. En fait, ça a été observé qu'il y a moins de relargage de ce composé-là aussi. Séparer les presses. Les presses, les fractions plus tardives des presses sont plus riches en précurseurs. Minimiser le temps de macération, ça c'est clair. Et ensuite, il y a bien sûr ces techniques un peu de masquage, si vous voulez, qui sont connues pour plein de molécules du genre phénol volatile, parce qu'on parle quand même des phénols volatiles, qui vont donc augmenter un peu l'aspect aromatique du bois et cacher la présence de ces bulles fumées. Mais c'est que des pansements. Sur les techniques post-production, nous ne parlons pas aujourd'hui, ce n'est pas notre rôle. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées, mais actuellement, il n'y a rien qui est autorisé. Donc, une petite dernière slide sur attention aussi aux autres contaminants. Quand on parle des incendies, il y a bien sûr le but fumé, mais il peut y avoir, surtout pour les zones qui ont été impactées le plus proches en fait des feux, il y a un intérêt à analyser les glycols parce qu'ils sont contenus dans le produit retardateur de flamme. Et on peut faire aussi des screenings plus larges pour aller voir tous les retardateurs de flamme parce que, en fait, pas tous les retardateurs de flamme contiennent des glycols. Aujourd'hui, il y a des retardateurs qui utilisent d'autres molécules. Et ensuite, quand il y a la combustion de matières différentes du bois, là, il peut y avoir une grosse production d'hydrocarbures polycycliques aromatiques, HAP, il n'y a pas de limite dans le vin pour ce composé, mais qui sont assez nocifs pour la santé, et donc à surveiller. Juste 4 messages à ramener à la maison, comme on fait à chaque fois, c'est un live. Donc, intensification du phénomène, il faut... Bordeaux est moins affecté par rapport à d'autres régions. Par exemple, l'Australie, elle est affectée tous les ans par ce phénomène, mais nous, relativement moins. Mais il faut se préparer en gestion du risque, parce qu'avec des protocoles adaptés à la cave, éventuellement à la vigne, et analytiquement aussi, pour gérer ces risques qui risquent d'arriver de plus en plus souvent dans les années à venir. Les concepts fondamentaux à retenir, c'est qu'il y a un seuil, on parle des seuils de risque. On n'a quasiment jamais, à part pour des contaminations extrêmes, la certitude d'avoir un vin contaminé quand on fait des analyses sur des raisins. Mais c'est de la gestion des risques. Et l'importance de connaître le bruit de fond par cépage, ça, c'est quelque chose on espère de pouvoir, avec l'expérience, on va aussi l'acquérir ici avec les cépages que nous utilisons le plus. Les approches GC avec hydrolyse acide, qui pour nous est très robuste, donc surtout parce qu'elle permet de libérer tous les précurseurs et pas seulement les précurseurs connus. Et après, donc, que les premiers dosages n'indiquent pas de situation alarmante, selon nous à Bordeaux, mais qui a surveillé dans les jours à venir. Et pour les vignobles les plus proches des incendies, il sera certainement utile de vérifier aussi la présence, donc comme on a dit, d'autres contaminants, glycols, métaux éventuellement, métaux lourds, et HAP, et ça aussi dans les sols qui ont été aspergés éventuellement par ces produits dans les propriétés. Parce que ces produits sont phytotoxiques et aussi ils font partie aussi des dégâts de ces incendies.
au-delà de l'aspect aromatique. Et surtout qui vont perdurer dans le temps. Donc on vous remercie pour l'attention pour ce webinaire et on vous souhaite bon courage pour les vendanges.